Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Emmanuel. Bienvenue dans le 18h de Public Sénat. Les titres de cette édition, avec d'abord après les talents des cités, les talents des lettres, les prix littéraires récompensent des écrivains de la diversité. Le franco-afghan Atik Rahimi reçoit le Goncourt pour Singué Sabour chez Paul, vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis le Guinéen Tierno Monenembo décroche le Renaudot avec le roi de Kael au seuil. Les grandes manœuvres au Parti socialiste au Sénat cet après-midi. Ségolène Royal a réuni ses partisans. Elle se pose en rassembleuse du PS et dit vouloir mettre les idées d'abord. Elle fera mercredi des propositions pour la gouvernance du parti. Reportage à suivre avec Flora Sauvage. Et puis la finance américaine, toujours dans la tourmente. Les autorités de Washington contraintes d'accroître leur aide pour sauver l'assureur AIG. Elle va atteindre 150 milliards de dollars. Et en France, les banques accusées de ne pas jouer le jeu et de restreindre le crédit aux entreprises. On en parlera bien sûr tout au long de cette édition avec nos invités, Sonia. Oui, nos invités ce soir, René Ricol, médiateur du crédit nommé par Nicolas Sarkozy pour surveiller les banques, et Michel Aglietta, économiste, professeur à l'Université de Paris 10 Nanterre, un de ses derniers ouvrages, Désordre dans le capitalisme mondial, aux éditions Odile Jacob. Et on démarre avec le 21e prix Goncourt qui couronne donc un franco-afghan. Oui, le plus prestigieux des prix littéraires de la saison a été décerné à Atik Rahimi pour Singué Sabour. À 7 voix contre 3, le romancier afghan remporte le prix cette année. Son livre est le récit de la confession d'une femme afghane qui se libère de l'oppression religieuse et sociale. Et dès sa sortie le 19 septembre, il était venu expliquer le titre de son roman à Jean-Pierre Elkabbach dans l'émission Bibliothèque Médicis. On l'écoute. La pierre de passion, c'est une pierre magique, légendaire. On dit que si on le trouve, on le met devant soi et on déverse sur elle tous ses malheurs, toutes ses souffrances, jusqu'à ce que cette pierre éclate et ce jour-là, on est délivré. Oui. Elle absorbe tous les malheurs, toutes les revendications et les prières. Et je crois que c'est vrai que dans votre pays, il faut s'adresser à cette pierre. Ah oui, il faut qu'on cherche absolument cette pierre. Ouais. Et ce livre, vous l'avez écrit en français. Alors je crois qu'il faut dire qu'en 1984, si j'ai bien lu votre biographie, à 22 ans et à cause de la guerre, vous avez quitté votre pays. Oui, c'était pendant la guerre afghano-soviétique. J'ai quitté Kaboul, après 9 jours et 9 nuits de marche, je suis arrivé au Pakistan. À cette époque, tous les réfugiés afghans, ils devaient passer par le Pakistan. Et une fois là-bas, j'ai demandé auprès de l'ambassade de France à l'asile politique, qui m'ont accordé très vite. Ensuite, je suis arrivé, c'était en mars 1945, ici en France, et j'ai fait mes études en Normandie, puis ici à Paris. Et comme il est de tradition, quelques minutes après le prix Goncourt, eh bien, le jury Renaudot a annoncé ses lauréats, et c'est le Guinéen Tierno Monenembo qui l'a emporté pour le roi de Kael. Le CRAN demande des élections européennes colorées. Oui, le conseil représentatif des organisations noires était reçu ce matin à l'Elysée. Une réunion qualifiée d'extrêmement positive par la délégation du CRAN. Celle-ci a d'ailleurs demandé à ce que les élections européennes et régionales ne restent pas des élections monocolores avec des listes monocolores. Et l'élection de Barack Obama relance le débat sur la diversité en France. Oui, après l'élection donc de Barack Obama à la Maison-Blanche, eh bien, un manifeste pour l'égalité réelle préconise la mise en œuvre d'une discrimination positive à la française et l'organisation d'un Grenelle de l'égalité. Alors, faut-il aller jusqu'à faire une loi? Nicolas Béard. À l'image de ces assemblées, la France est en retard en matière de diversité. Peu d'acteurs politiques sont issus des minorités, ethniques notamment. L'élection de Barack Obama là-bas relance le débat ici et chacun y va de sa proposition. La première chose, c'est qu'il faut introduire partout où c'est possible, partout où il y a des élections à la proportionnelle, la présentation de candidats issus des différentes communautés en position éligible. La sénatrice socialiste Bariza Chiari, elle-même née en Algérie, ne va pas aussi loin. Ne pas rejeter des candidatures. Les connaître, il faut d'abord les connaître et les reconnaître parce qu'ils sont une richesse pour la France. Pour certains, cela passe par une autre formation des élites. L'école a son rôle à jouer, c'est le théâtre des premières discriminations, socioculturelles notamment.
Pour l'école, c'est favoriser l'égalité des chances en injectant des moyens, par exemple par la taille des classes, dès l'école maternelle, le primaire, là où se joue le devenir des enfants, pour éviter la ghettoisation du système et permettre qu'émerge une élite issue de l'enseignement supérieur et qui puisse accéder aux grandes écoles. Reste à la République française de relever le défi américain. Encore faut-il que nos élites prennent le risque de l'ouverture. Ségolène Royal à la manœuvre. Oui, la présidente du Poitou-Charentes, dont la motion est arrivée en tête du vote des militants socialistes, a réuni cet après-midi au Sénat ses représentants dans chaque département. Objectif, trouver un accord majoritaire dont émanera peut-être le nom d'un candidat au poste de premier secrétaire, Flora Sauvage. Ira pas pour l'instant. Ségolène Royal laisse planer le doute sur son éventuelle candidature au poste de premier secrétaire. Aujourd'hui, les jeux sont totalement ouverts. On peut avoir, d'une part, c'est la première hypothèse la moins crédible, disons une Ségolène Royal qui revendiquerait pour elle le poste de premier secrétaire. La seconde hypothèse, ce serait au fond une Ségolène Royal qui proposerait des candidats au poste de premier secrétaire. C'est ce qu'elle envisage de faire aujourd'hui. Alors ça peut être Julien Drey, ça peut être François Rebsaben, ça peut être Vincent Payon. Il y a un scénario qui est tout à fait beaucoup plus radical, qui est celui d'une certaine manière d'un renversement des jeux, qui serait celui d'une alliance de tous les opposants de Ségolène Royal contre elle. Très attendue, Ségolène Royal arrive avec 40 minutes de retard au Sénat où elle doit rencontrer ses partisans de tous les départements de France. Nous venons d'abord de travailler en équipe, parce que vous savez, je crois que c'est très important. Ce bon résultat pour le Congrès nous donne des obligations, surtout, des obligations pour être sûr que le rassemblement que nous voulons nous permettra demain de rénover en profondeur le Parti socialiste. Mais la tâche s'annonce difficile pour Ségolène Royal. On a une Ségolène Royal aujourd'hui qui essaie de trouver ce point d'équilibre entre le Parti socialiste et l'opinion. Aujourd'hui, elle essaie de concilier les deux. Elle essaie de avoir à la fois les faveurs de l'opinion et elle y arrive de mieux en mieux. Aujourd'hui, on a 51% des Français qui considèrent que Ségolène Royal ferait une bonne première secrétaire pour le Parti socialiste. Et elle essaie aussi d'avoir les faveurs du Parti socialiste. C'est cette équation-là qui aujourd'hui est compliquée pour elle. Une équation difficile à résoudre qui devrait trouver une issue le week-end prochain au Congrès socialiste de Reims. Roselyne Bachot était en visite ce matin dans un centre de soins pour des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors on se souvient que la lutte contre cette maladie est l'une des priorités du mandat de Nicolas Sarkozy. Face à la crise, le plan Alzheimer reste-t-il une priorité? C'est un sujet d'Anne-Louise de Rohan. Le plan Alzheimer va-t-il faire les frais de la crise financière et notamment l'accompagnement des malades? Comme ici dans ce centre où ils sont une vingtaine à se faire aider quotidiennement. Ateliers artistiques ou d'expression corporelle, tout est fait pour les stimuler avec un seul objectif, retarder l'état de dépendance du patient. Les médicaments en eux-mêmes sont déjà assez chers, mais le prix de la dépendance lui est encore plus cher, puisqu'il faut des personnes qui prennent en charge justement la perte d'autonomie de ces personnes. C'est souvent donc les familles qui s'en occupent, mais il faut des aides à domicile, il faut des soins à domicile. Une prise en charge prioritaire pour le gouvernement, un budget d'1,5 milliard d'euros y est déjà consacré, mais pour la ministre de la Santé, ça ne suffit pas. Nous avons décidé, dans un contexte extrêmement contraint de crise financière, d'augmenter les crédits qui sont dédiés au médico-social, donc pour la plus grande partie à l'Alzheimer, de les augmenter de 6,3%, c'est-à-dire infiniment plus que l'augmentation de la richesse nationale. C'est très important. Des crédits proposés dans son projet de loi sur le budget de la sécurité sociale. Ils doivent servir à financer la formation d'un proche du malade. Son remplacement sur son lieu de travail serait alors partiellement remboursé. Nouvelle baisse de la production industrielle en septembre en France. Oui, la production industrielle française a une fois encore reculé. Elle est pénalisée notamment par la chute de l'automobile, moins 0,5% en septembre par rapport au mois d'août. Économie, justement, on va tout de suite retrouver nos invités, le médiateur du crédit René Ricol et l'économiste Michel Aglietta. René Ricol, bonsoir. Bonsoir. Alors, les entreprises qui ont des difficultés à obtenir des crédits peuvent, à partir depuis ce matin, vous appeler. Quel est le bilan de cette première journée ? Non, mais on a déjà commencé. Vous savez, les entreprises en difficulté savent trouver le médiateur et donc depuis une semaine, on a déjà commencé. On a eu à peu près 2000 dossiers maintenant et ces dossiers sont déjà entre les mains des médiateurs départementaux puisque j'ai ce matin désigné 100 médiateurs départementaux qui sont les 100 directeurs départementaux de la Banque de France. Et comme ça, on aura des équipes de proximité
pour être à côté des entreprises et régler les problèmes de financement et de trésorerie. Ce ne sont plus des appels, maintenant ce sont des dossiers. Comment est-ce qu'ils travaillent? Alors, on a pour l'instant reçu des appels, on a reçu des courriers sous différentes formes. On va prendre le temps de se structurer. Ce que les chefs d'entreprise doivent savoir, c'est qu'on accepte tout le monde, quelle que soit la forme. Et puis petit à petit, pour qu'on traite plus vite, plus rapidement les dossiers, il faudra remplir sur un site internet qui va être en fonctionnement à partir de vendredi, qui s'appelle www.mediateurducrédit.fr. Je répète, www.mediateurducrédit.fr. Ils pourront remplir leur dossier, ce qui nous permettra d'accélérer, de prévenir la banque, d'être en contact avec la banque. Pour remplir ces dossiers, ils le feront eux-mêmes. Ils pourront demander à leur expert comptable, à leur centre de gestion d'économie rurale. Et on a aussi désigné dans les départements des accompagnateurs pour les gens qui sont perdus et qui pourront les appeler. Ils auront ça sur le numéro de téléphone et ils pourront contacter des gens qui les aideront à remplir leur dossier. L'objectif, c'est d'aller très vite. Alors René Ricol, qui vous écrit, qui vous appelle? Vous avez des PME mais aussi des grands groupes? J'ai la toute petite entreprise. J'ai des entreprises de taille diverses, mais j'ai aussi des toutes petites entreprises. Et je voudrais dire que ça, c'est la partie la plus difficile de ce que je suis en train de faire. C'est ces gens qui sont pour 2 000, 3 000 euros dans des situations de détresse, de difficulté. Je voudrais un accord rapide avec les banques pour que ces cas disparaissent et je n'ai plus à les traiter. Vous voyez, c'est ça l'objectif prioritaire. Puis ensuite, les autres cas sont souvent des cas qui méritent un peu plus d'attention, un peu plus d'examen. Alors justement, sur le cas de ces petites entreprises, Fabrice Cunet s'est penché en allant voir notamment la CGPME pour voir aujourd'hui comment les choses étaient ressenties, puis vous réagirez tout de suite après, René Ricol. Vous avez eu des appels ce matin? Moins que d'habitude. Donc d'habitude? Dans ces bureaux, on reçoit une centaine d'appels par jour, des PME en mal de financement. Nous sommes dans les locaux d'Oseo. Cette structure publique assure les banques lorsqu'elles accordent des crédits aux PME. Depuis la fin octobre, on constate tout de même une phase d'accélération des demandes de trésorerie, avec des difficultés. C'est-à-dire que ces mêmes entreprises qui étaient plus tendues avant la fin octobre le sont d'autant plus aujourd'hui, avec structurellement des bas de bilan qui s'alourdissent, des délais clients qui se rallongent, des impayés qui peuvent se multiplier. Et dans ce contexte-là, elles ont plus que jamais besoin du soutien de leurs banquiers. Et c'est là que nous jouons un vrai rôle, en sécurisant cette relation, en fidélisant le banquier avec son entreprise et en restaurant la confiance entre les deux. Avec la crise financière, les relations entre les PME et leurs banques se sont effectivement tendues. Augmentation des garanties, montant de crédit réduit. À la CGPME, on tire la sonnette d'alarme. On a besoin de rétablir la chaîne du financement en France. Il ne s'agit pas de pointer du doigt les banques, ce ne sont pas des boucs émissaires, la banque est partenaire de l'entreprise. Par contre, si elle ne joue pas ce rôle de partenaire, il faut faire en sorte, y compris en les tapant sur les doigts en cas de besoin, qu'elle joue effectivement ce rôle. C'est tout l'enjeu du dispositif mis en place par le gouvernement. Soutenir et orienter les PME, sanctionner les banques, le cas échéant. Alors René Ricol, on vient de l'entendre, sanctionner les banques le cas échéant. Justement, si les banquiers ne jouent pas le jeu et ne respectent pas ce fameux pacte moral, quelles sont les conséquences concrètes? Je réponds à votre question, mais juste avant, que les gens ne soient pas surpris, on travaille avec toutes les forces de ce pays. Et le numéro de téléphone que je viens de donner est le même que celui d'Oseo. Et quand vous appelez ce téléphone, on vous dit 1, médiateur du crédit, 2, Oseo. Vous voyez, on essaye de structurer l'ensemble des systèmes pour que ce soit le plus facile possible pour les entreprises. Oseo, c'est la banque des PME et l'aide à la création d'entreprises. Oseo, c'est une banque qui va aider à la fois en donnant des crédits directement, ce qui est nouveau, et en même temps en garantissant des crédits, ce qui facilite les relations avec les banquiers traditionnels de l'entreprise. Écoutez, c'est extrêmement simple. Nous, dès qu'on est saisi, dès que le dossier est rempli, on saisit la banque qui a 5 jours pour revoir sa position. Éventuellement, on double ce délai s'il y a une solution possible avec Oseo, intervenant conjointement avec la banque. En dehors de ça, le médiateur commence son travail et se fait son opinion, et demande à la banque de revoir ses positions. Si la banque ne revoit pas ses positions, tout ça va aller très vite, on revient vers moi. Alors, et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il se passe qu'il y a un engagement des banquiers, vous le savez. On n'a pas décidé de soutenir les banques, de mettre des garanties pour faire de la liquidité, de mettre des dettes subordonnées juste pour faire plaisir aux banquiers, à leur conseil d'administration ou à leurs actionnaires. On l'a fait parce qu'il fallait, en France comme partout dans le monde, protéger et les épargnants, et les particuliers, et les entreprises. Qu'est-ce que vous leur faites? Il y a donc une vous les contrepartie. dénoncez? Non, je vais aller jusqu'au bout. Les banquiers ont signé un accord. Ils sont dans un engagement moral. On va essayer ensemble, mercredi prochain avec eux, de préciser cet engagement, qui est déjà assez clair. Le président de la République l'a dit. Sauf cas exceptionnel, on maintient les lignes de crédit. Deuxièmement, on augmente de l'ordre de 4 à 5% les concours aux entreprises. Autrement dit, on est solidaires. On accepte tous ensemble de prendre un peu plus de risques quand les périodes sont difficiles. Ça, on l'a compris. Et si les pas banquiers ne le font pas,
Et s'ils n'acceptent pas les conseils un peu plus qu'amicaux que je vais leur donner, alors évidemment, je ferai rapport au président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Mais bien sûr qu'à un moment donné... C'est un rapport que vous remettez donc à Nicolas Sarkozy chaque... Je lui ferai tous les 15 jours un rapport détaillé. Je lui dirai le nombre de dossiers que j'ai eus, les banques qui sont concernées, et mon appréciation personnelle et celle des gens qui travaillent avec moi. Et pour celles qui ne joueront pas le jeu, probablement qu'on rentrera dans des discussions un peu plus serrées. Évidemment que l'État aujourd'hui a des moyens pour pousser les banques à jouer le jeu. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Écoutez, ces moyens, ils sont simples. Je l'ai déjà dit, je le répète. Pour l'instant, sur les 40 milliards qu'on est prêt à mettre en dette subordonnée, il n'y en a que 10,5 qui ont été mis. Il en reste donc, sauf erreur de ma part, 29,5. Je suis comptable. On verra bien celles et ceux qui jouent le jeu et celles et ceux qui ne jouent pas le jeu. Premièrement. Deuxièmement, il y a de la liquidité que nous refaisons cette liquidité en apportant la garantie de l'État. Et là aussi, on verra qui aide et qui n'aide pas. Et puis derrière ça, vous savez, il ne faut être éloigné, il ne faut être absent d'aucun moyen d'action. S'il faut demain matin, et je pense que tout le monde y est prêt... Nationaliser. Écoutez, moi, vous savez, je ne suis pas au gouvernement, c'est pas mon boulot. Donc, je ne vais pas à l'avance présupposer. Je sens simplement un président de la République, un gouvernement déterminé. Et comme ils sont déterminés, mon expérience m'amène à penser que probablement on n'en sera pas réduit à ses extrémités. Mais si on l'était, je suis persuadé qu'aucune porte n'est fermée. Y compris par la loi, s'il le faut. Et bien sûr, y compris par la loi. La loi, d'ailleurs, peut vous permettre de faire avancer les choses sans nécessairement rentrer au capital et devenir actionnaire. Il y a d'autres moyens. Est-ce qu'on pourra proportionner cette aide aux banques, puisque vous dites que tout n'a pas encore été versé aux banques, justement, je dirais, au respect de ce code de bonne conduite que vous leur demandez? Pour que ça fonctionne bien, il faut que chacun reste à sa place. Moi, j'ai un boulot, j'en ai pas deux. Moi, on me demande pas de faire la politique économique du gouvernement. Ça, c'est Christine Lagarde, elle le fait très bien. Moi, ce qu'on me demande, c'est une chose simple, c'est de m'assurer que les banques respectent leur engagement. Je vous jure, je vais le faire, sérieusement. Et qu'aucune entreprise ne sera laissée seule face à ces problèmes de crédit. Et puis, à partir de là, ce qui est mon travail à moi, vraiment important, c'est que chaque entreprise trouve un interlocuteur. J'ai deux cas de figure. L'entreprise a un problème purement avec sa banque, je dois le résoudre. L'entreprise a une situation plus compliquée que ça. C'est pas seulement la banque. C'est le carnet de commandes qui s'effondre, c'est plus de difficultés. Eh bien, il y a d'autres... Les banques ont parfois des critères objectifs qui font qu'elles prêtent plus difficilement. C'est le cas en période normale. La banque n'aura pas toujours tort et on n'est pas parti pour être des gens qui sont de mauvaise foi. S'ils respectent leurs engagements, on leur demandera pas n'importe quoi non plus. Et dans ce cas-là, il y a d'autres interlocuteurs qui ont été mis en place au plan départemental par le Premier ministre et qui peuvent aider. Donc vous voyez, il y a une équipe et cette équipe, elle est complètement coordonnée. Peu importe la porte d'entrée, l'entreprise aura un interlocuteur. René Rickel, vous avez dit que vous allez rencontrer les banquiers ce mercredi. Oui. Tout le monde regarde les banquiers, le chef de l'État, les entreprises, l'opinion publique aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on en fait des boucs émissaires ? Non mais, écoutez, je crois qu'on ne fait des boucs émissaires de personne, on est tous dans le même bateau, voilà. Alors il est vrai qu'à un moment donné, il y a un ensemble de gens chez eux qui ont joué de façon un peu dangereuse avec des produits structurés. Même pire, des produits structurés synthétiques, mais Michel en parlera beaucoup mieux que moi. Néanmoins, j'ai un peu examiné ça cet été. C'est une forme de crédit basé sur des... Non, vous savez, Michel, encore une fois, en parlera, je ne vais pas prendre son temps de parole, mais et moi j'en ai beaucoup parlé cet été quand j'ai rendu mon rapport au président, mais ce sont des produits sur lesquels vous titrisez, ce qui est très bien, donc vous répartissez la charge du crédit. Ça a permis de faire beaucoup plus de crédit, ça. Mais à un moment donné, on crée des produits et on commence à les rendre de plus en plus synthétiques, c'est-à-dire de plus en plus déconnectés de la vie réelle. C'est là que se sont passés les dangers. On n'est pas en train de demander aux banques du tout de prendre les mêmes risques avec les entreprises que ceux qu'ils ont pris avec les produits structurés. Vous voyez, on est des gens très raisonnables. Vous leur demandez de prendre plus de risques, mais des risques mesurés. Oui, vous savez, je vais dire les choses autrement. Quand vous êtes dans une période de crise, la notation d'une entreprise, elle n'a pas la même signification qu'on a une période où tout va bien. L'entreprise qui garde sa même notation en période de crise que la notation qu'elle avait quand tout allait bien, ça veut dire qu'elle est très forte et qu'elle va très bien. Et par conséquent, elle donne des garanties sur sa solidité. Celle-là, on doit pouvoir lui prêter plus. Vous voyez, on va simplement tous ensemble commencer à regarder la situation en se disant on n'a pas les mêmes critères d'appréciation quand ça va très bien et quand ça va mal. Autrement dit, la flexibilité dans leur régulation que les banques demandent, on va essayer d'appliquer la même dans l'octroi des crédits. C'est pas très compliqué, c'est pas dangereux. Et vous voyez, là, je suis un type raisonnable, je suis comptable, moi. Alors, je vais pas demander des choses impossibles. Mais quand même, on doit pouvoir le faire. Est-ce que vous pensez, vous qui avez présidé l'Observatoire des délais de paiement il y a quelques années, qu'il faudrait, comme certains chefs d'entreprise le demandent, qu'il y ait un moratoire sur le raccourcissement des délais de paiement qui est prévu dans la loi de modernisation économique? Non, pour l'instant, si vous voulez, je peux pas parler de ce sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais présidé un observatoire que j'avais dissous, autodissous, parce qu'il servait à rien à l'époque. Christine Lagarde en a créé un second, qui a mieux marché, qui a débouché sur des lois. On sait tous
qu'il faut réformer les délais. Le gouvernement a décidé de le faire. Je ne suis pas du tout pour le fait de revenir en arrière. Vous me demandez mon avis, je ne suis pas pour. Je suis pour le fait que les banques, excusez-moi, parce que vous savez, les gens qui nous écoutent, c'est important pour eux. Parce qu'on parle de leur vie, de leurs employés, et les employés qui écoutent, c'est important aussi. Pour ces gens qui ont des problèmes de délai de paiement entre l'ajustement client-fournisseur, ils peuvent nous appeler. Voilà, c'est ouvert, le guichet est ouvert pour eux. Et on sera en contact avec leurs banquiers, avec ESEO, avec d'autres interlocuteurs pour veiller à ce qu'on trouve le moyen de régler ce problème. Il ne faut pas remettre en cause un très bon dispositif parce que quelques cas particuliers, ça va frotter. Traitons ces cas particuliers, ils peuvent prendre contact avec moi, on trouvera des solutions. Alors René Ricol, il y a les inquiétudes des patrons des PME et les particuliers, on les laisse de côté? Les particuliers ne sont pas dans mon portefeuille, si je puis dire, de dossiers à traiter. Pour le moment. Non, ils ne sont pas laissés de côté, parce que je sais que Christine Lagarde est en train de s'en occuper sérieusement. Notamment, nous savons qu'elle est prête aux particuliers, notamment immobiliers, et je sais qu'elle s'en occupe. Je suggère, parce qu'elle est prête à venir sur votre plateau, que vous l'interrogiez. Je suis persuadé qu'elle proposera dans les jours qui viennent des solutions. Je sais qu'elle s'en occupe. Michel Aglietta, qu'est-ce que vous pensez de cette mission qui est confiée à René Ricol? Est-ce que c'est utile, comme ça, d'essayer de débloquer les situations des PME, notamment en France, aujourd'hui? Évidemment, ce qui est utile, c'est d'éviter que l'offre de crédit, c'est-à-dire les prêts, viennent renforcer les difficultés économiques qui existent, c'est-à-dire le manque d'activité. Si vous avez à la fois une demande qui entraîne que les marchés ne sont pas là pour les entreprises, et qu'en même temps, de l'autre côté, elles ne trouvent plus le moyen de réaliser leurs opérations de court terme, il est clair que la récession s'enfonce plus. Donc c'est ce qui est, disons, le minimum indispensable pour éviter qu'on ait une récession trop profonde. Mais évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que ça relance l'économie en tant que telle. C'est fait pour assurer certaines situations. Limiter les dégâts. Limiter les dégâts. Donc ça peut jouer sur les prévisions de croissance si tout fonctionne, si justement si la confiance interbancaire fonctionne. Excusez-moi, il est plutôt, disons, raisonnable de parler de prévisions de décroissance. Oui. C'est-à-dire éviter que la récession ne se nourrisse d'elle-même. Aujourd'hui, l'idée, c'est on est vers moins 0,3, moins 0,5. Vous êtes dans le négatif. Mais c'est pas moi, je vais dire, ce sont disons, le consensus actuel. Plutôt autour de 0,2 dans la bouche du gouvernement. On voit bien que le Fonds monétaire est amené à aller de plus en plus dans le sens, si vous voulez, pessimiste, parce que la crise s'étend de manière, disons, plus générale. Il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est que la solution qui est choisie en France n'est pas la seule possible. C'est-à-dire que les Anglais ont pris une toute autre solution, qui consiste à nationaliser effectivement les banques. C'est-à-dire qu'au lieu d'intervenir en dette subordonnée, on intervient en action, donc on prend, disons, soit le contrôle des banques, soit une position minoritaire suffisamment importante, et à ce moment-là, le problème ne se pose pas. On n'a pas besoin de persuader les banques. On change le management, on change la direction, et on agit. Oui. C'est une solution beaucoup plus directe. René Ricol, quand cette crise sera terminée, à quoi ressemblera, selon vous, le paysage après la tempête? Écoutez, moi je crois qu'on a deux grandes échéances. Michel ne va pas me contredire, j'en suis certain, ni sur la première ni sur la seconde. Première échéance, aujourd'hui l'Europe, notamment grâce à Nicolas Sarkozy, même essentiellement grâce à lui, a donné une réponse systémique à une crise systémique. C'est ce qu'il fallait faire. On a un enjeu très important qui est la réunion du G20. Si les Américains jouent le jeu vraiment, c'est-à-dire s'ils mettent l'argent qu'ils doivent mettre, alors on peut espérer sortir de la crise financière, dont je ne suis pas persuadé aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas une intervention massive de leur part, qu'on soit complètement sorti. À ce moment-là, on aura de meilleures chances de faire un pronostic sur la crise économique. Maintenant, sur la crise économique, ce qui me frappe, c'est que jamais dans l'histoire, on a vu, dans les pays européens, une telle mobilisation, là aussi, qu'on certes se faire. Quand Nicolas Sarkozy dit aux banquiers, vous devez soutenir les entreprises, Gordon Brown dit la même chose, le même jour, à la même heure. Donc, vous voyez, il y a une espèce de maîtrise et de maturité face aux crises. Alors, comment on sortira? Comme toujours, avec le moins de gens laissés pour compte possible, et on prend toutes les dispositions pour ça, et avec un ensemble d'entreprises qui auront profité de la crise pour se structurer et devenir plus fortes. Alors justement, Michel Aglietta, René Ricol parle du G20. Pour vous, qu'est-ce qui peut sortir de ce sommet international? Il faut distinguer les actions que l'on doit prendre dans les trois grands pôles du monde, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, l'Europe, et puis le G20. Le G20 a pour préoccupation, en disant, de lancer une méthode, en fait, à mon avis, un agenda,
pour réformer la finance, hein, c'est-à-dire pour de trouver des mécanismes de régulation financière. Donc là, on est au coup d'envoi. Il n'est pas question d'attendre quoi que ce soit. C'est pas un nouveau Bretton Woods. Non, mais alors pour deux raisons. Hein. À la fois parce que le contenu n'a rien à voir avec Bretton Woods, et aussi parce que Bretton Woods était un aboutissement, était le point d'orgue de 2 ans de discussion, de négociation et de mise en commun, et finalement pour arriver à un compromis. Là, on est au point de départ. Donc l'essentiel, me semble-t-il, c'est un agenda, c'est de serrer les questions, d'établir des commissions avec des experts de haut niveau et avec un cahier des charges pour eux, pour rapporter vis-à-vis peut-être du même sommet, disons dans l'espace de 6 mois ou d'1 an. Il faut une longue période pour arriver. Les problèmes sont d'une complexité technique considérable. Pas de résultat tout de suite donc. Ah ben non, c'est vraiment, à mon avis, un coup d'envoi. Et pas du tout le coup de sifflet final. René Ricol, justement, est-ce que le démocrate Obama peut faire en sorte de faire avancer les choses plus vite, selon vous? Non, mais écoutez, moi je crois que ce sommet sera très intéressant parce que où on décide d'aborder les vrais sujets, et donc on peut penser qu'on abordera les vraies solutions et qu'on apportera les vraies solutions, je crois que c'est l'enjeu et c'est la condition qu'a posée Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il faut s'en tenir à ça. Moi, j'aurai une opinion plus précise à titre personnel de ce que feront les Américains quand j'aurai entendu les positions qu'ils vont prendre. Si on rentre dans un ensemble de dispositions qui vont vraiment vers l'opérationnalité, alors j'aurai assez confiance que l'ensemble de la mécanique va suivre. Si on continue à ne pas vouloir traiter les sujets, alors je serai inquiet. Vous voyez, quand on me dit c'est où la fin de la crise économique, je dis je veux d'abord avoir une idée de la façon dont on va finaliser la crise financière. Alors d'après ce que vous avez vu justement, est-ce que l'arrivée de Barack Obama est une opportunité, Michel Agliata? Oui, mais enfin, malheureusement, pas immédiatement. Hein. Il y a vraiment une période qui dure presque 3 mois où le président, ça reste Bush, et où l'administration reste l'ancienne. Et il l'a bien dit, qu'il était tout à fait en retrait vis-à-vis de ce sommet. Donc, en même temps, cette nouvelle administration va travailler. Et la première chose qu'elle va faire, qui est très importante, concerne les États-Unis, mais évidemment le monde entier en conséquence, c'est-à-dire une politique de relance budgétaire. Voilà. Car aujourd'hui, il faut traiter la crise économique. On a fait des choses sur la crise financière, mais sur la crise économique, en particulier l'Europe, n'a pas encore pris une position coordonnée. Elle ne peut pas faire l'Europe, puisqu'elle n'a pas les moyens budgétaires de faire de la relance par la consommation, même par l'investissement. Mais bien sûr que si, elle l'aurait, toute la question c'est, est-ce que dans la crise, qu'il y a une crise de cette ampleur, c'est une situation extraordinaire. Et une situation extraordinaire donne des opportunités. Une des opportunités serait pour l'Europe de se projeter en dehors du mode de concertation qu'elle avait, qui était une contrainte, un système de contraintes et un système de règles qu'on appelle pacte de stabilité et de croissance, pour passer à un niveau d'action collective dans lequel on définit une politique budgétaire commune en analysant la situation, et où, par rapport à cette politique budgétaire commune, qui serait une enveloppe budgétaire, comme l'a fait la Chine, comme vont faire les États-Unis, eh bien, et ensuite on la partage en fonction des situations de chacun, et on crée véritablement une politique coordonnée. Évidemment, si l'Europe arrivait à faire ça, elle dépasserait les limites qu'elle s'était données à un autre temps, vis-à-vis d'une autre période, vis-à-vis d'autres contraintes qui devraient être dépassées. Ça serait vraiment faire avancer l'Europe. Alors vous parliez de la Chine qui vient d'annoncer justement un vaste plan de relance, son économie de près de 600 milliards de dollars. Donc c'est au tour des États-Unis maintenant. Non mais peut-être qu'on peut parler une minute de la Chine. C'est très très impressionnant ce que font les Chinois. La manière dont la Chine gère la crise est considérable. Premièrement, ils ont été capables de réduire l'inflation, ce qui leur permet d'avoir des marges de manœuvre monétaires. Ils ont donc suivi quasiment, enfin disons, ils ont fait en même temps que les États-Unis les mêmes, si vous voulez, politiques de réduction de la tension monétaire. Et ensuite, ils agissent maintenant sur un plan d'une importance fantastique. Hein, ça fait quand même 12% du PIB chinois. Et ils le font non pas pour des dépenses qui n'ont pas d'intérêt, ils le font en fonction de leur réforme pour redéployer la croissance sur l'intérieur. Donc il y a des infrastructures, il y a de l'éducation, il y a le système de santé qui est très important, qui est dans le 11e plan chinois. Il y a de l'aide à l'agriculture et il y a, disons, pour ce qui est du financement, une réforme de la TVA qui va permettre d'augmenter les recettes fiscales sans peser sur les entreprises. Ça me paraît très intéressant. Il y a un volet formation. Absolument. Et ça c'est bon pour la Chine, c'est bon aussi pour le reste du monde? C'est bon pour le reste du monde parce que la Chine a baissé, la croissance s'est vraiment fléchie beaucoup plus que tout le monde le pensait. C'est-à-dire tombé à 9% au 3e trimestre, venant de 10,1%. Est considérable. Hein. En un trimestre, c'est vraiment Et donc, la crainte, c'était de voir la croissance chinoise ralentir jusqu'à environ 7%.
ce qui aurait été très faible. D'abord, c'est menaçant pour la Chine parce qu'elle ne pourrait pas absorber les 24 millions de personnes à peu près qu'elle a besoin d'absorber chaque année. Et c'est évidemment pour le reste du monde, puisque ça devient un pôle de croissance, notamment dans l'ensemble de l'Asie. Et donc la croissance mondiale que le FMI met aujourd'hui à un peu moins de 2%, pourrait fléchir beaucoup plus si la Chine ne tenait pas ses 9% de croissance au moins. Et pourtant 9%, ça paraît, pour nous, ça paraît déjà extraordinaire. Évidemment, mais la Chine n'est pas au même stade de développement. Et encore une fois, 9%, c'est le minimum pour que le chômage n'augmente pas en Chine et que les tensions sociales ne se durcissent pas. Michel Aglietta, vous dites que la crise va se prolonger au moins jusqu'en 2010. À votre avis, quel est l'élément déclencheur qui va faire qu'on va en sortir de cette crise ? C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est en quelque sorte la moyenne de l'analyse qui a été faite sur les crises passées de cette ampleur, de cette difficulté, et notamment quand le système bancaire est concerné. Oui. Le problème, c'est de désendetter les agents économiques. On a un excès d'endettement qui dure depuis une vingtaine d'années. Hein. Et le désendettement est une chose difficile et qui passe forcément par des périodes de ralentissement, puisque le crédit devient plus cher et plus rare. La conséquence, c'est qu'il faut 3 ou 4 ans, si la crise est bien gérée, pour sortir d'une crise de cette ampleur. Mais en même temps, on dit qu'il faut désendetter. Et là, on dit qu'il faut en même temps soutenir par de la relance. C'est pas un peu contradictoire? Il n'y a que l'État qui peut s'endetter. C'est l'État et pas les agents privés. Les agents privés ne veulent pas dépenser. Mais on ne va pas revenir où on était, on en vient. René Ricol, 3 ou 4 ans pour sortir de cette crise? Non, mais juste 3 mots optimistes, si vous voulez. D'abord, je pense que ce qu'a déjà fait l'Europe, en prenant des positions communes pour résister à la crise financière, était inespéré il y a 1 an et demi. C'est quelque chose de spectaculaire. On est capable d'aller plus loin. On verra que la prise de position, là, commune, pour avoir des plans coordonnés pour sortir de la crise, entraînera une révision en profondeur du fonctionnement des institutions européennes. C'est ce que veut Nicolas Sarkozy, je crois qu'il va l'obtenir. Ça, c'est mon premier élément. Deuxième élément, on a quand même quelques atouts en France. On n'est pas dans une situation aussi grave que la Grande-Bretagne dans la situation des banques, je crois qu'il faut le dire. C'est pour ça que quand les Anglais sont intervenus massivement pour nationaliser, on n'est pas forcément obligé de le faire. On a, on l'oublie, des systèmes dans lesquels les risques sont plus répartis. On oublie que les structures mutualistes de l'économie sociale dans ce pays ont des caisses locales qui sont solides. Donc on n'est pas exactement dans la même situation. Michel Aglietta, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Mais tout le monde a fait des bêtises dans cette affaire-là, si vous voulez. Tout le monde. Mais tout le monde d'une manière collective, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aussi auraient pu tirer sur les armes plus tôt. Puis troisième élément auquel je crois, c'est que je vois bien aujourd'hui, dans les contacts que j'ai, des entrepreneurs responsables. Ils ne demandent pas des choses impossibles. Ils veulent simplement continuer à faire fonctionner la mécanique. Et j'ai le sentiment que depuis l'intervention, certes un peu violente du président, et légitime, j'ai le sentiment que subitement il y a une prise de conscience chez les banquiers, qui ont pris conscience d'une chose simple, c'est qu'ils ne feront pas un bel avenir pour eux s'ils ne soutiennent pas leurs clients aujourd'hui. Alors voulez-vous montrer optimiste jusqu'à quand votre mission, René Ricol? Ma mission durera le temps nécessaire. On m'a demandé si elle s'arrêtait au moment où le plan de soutien. Non, non. L'objectif, c'est qu'elle dure le moins longtemps possible. Si tout le monde joue le jeu, elle ira très vite. Si on ne joue pas le jeu, il faudra qu'elle dure plus longtemps et puis à un moment donné, elle aura des conséquences. Moi, mon travail, c'est d'aider au quotidien et d'éviter d'avoir à faire des rapports négatifs au président. Vous voyez, plus je vais faire des rapports positifs, plus tout le monde va jouer le jeu, mieux je vais me porter, plus je serai content. Voilà, lui aussi d'ailleurs, et tout le monde. Messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Et puis donc, on rappelle peut-être le numéro de téléphone, hein, c'est pas 0810 00 12 10. Et à partir de vendredi, www.mediateurducrédit.fr. Voilà, c'est de l'info pratique. La microéconomie, les entreprises sur le terrain et puis aussi ces grands rendez-vous internationaux pour réformer la finance avec vous, Michel Aglietta, et ce livre, Désordre dans le capitalisme mondial, publié aux éditions Odile Jacob. Merci à vous d'être venus. Sonia, on se retrouvera très prochainement, mais je voudrais tout de suite vous dire que juste après le 18h, vous suivez Parlons Blog. Caroline Deschamps revient sur la loi création et Internet qui vient d'être adoptée au Sénat. 18h45, face à face de Jean-Marie Colombani qui reçoit Joachim Bitterlich et Sylvie Laurent. Et à 22h45, déshabillons-les, Hélène Risser revient avec ses invités sur l'élection de Barack Obama. Très bonne soirée avec Public Sénat. Bonsoir.